sommaire des ateliers d'IFTM, la destination Asie-Océanie. Le continent qui a adopté rapidement une fermeture stricte de ses frontières a-t-il été plus épargné par la pandémie? Le Japon, avec en ligne de mire les JO de Tokyo, la Thaïlande ou encore les Philippines sont-ils à privilégier par les touristes français au moment de la reprise? Comment ces destinations asiatiques se préparent-elles à l'après-Covid? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Isnik et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la Web TV du site internet de l'IFTM. L'Asie est le continent le plus épargné par la pandémie, ou plutôt c'est le continent qui a sans doute le mieux géré cette crise sanitaire. Ces destinations et ces acteurs touristiques vont-ils alors profiter de cette flatteuse réputation auprès des touristes français? Eh bien, c'est la question que nous allons poser à nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Charlotte Okamura, responsable du marché français à l'Office national du tourisme japonais. Bonjour Charlotte. Bonjour François-Xavier, bonjour tout le monde. À ma droite, on a le plaisir d'accueillir Prakit, responsable de la communication à l'Office du tourisme de Thaïlande. Bonjour Prakit. Bonjour François-Xavier. À ma gauche également, Gilles Gosselin, directeur général d'Aviareps, qui représente les Philippines en France. Bonjour Gilles. Bonjour François-Xavier, bonjour à toutes et à tous. Et puis à distance, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Linton, PDG d'Asia Voyage. Bonjour Guillaume. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Ravi de vous avoir. Vous serez également accompagné à distance par Frédéric Gossot, directeur général France et Benelux de Qatar Airways. Bonjour Frédéric, vous nous entendez bien? Bonjour François-Xavier, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Eh bien c'est parfait, on ne perd pas de temps et on ouvre tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Elle s'affiche à l'écran et on va la lire ensemble. Les grandes différences avec l'Occident ont été les fermetures strictes des frontières et le contrôle rigoureux des personnes infectées. Voilà ce qu'a dit le professeur Theo Yiking, doyen de l'Université nationale de Singapour, dans Le Figaro début janvier. Et les faits lui donnent raison. L'Asie de l'Est abrite 30% de la population du globe, mais n'a recensé en 2020 que 44 000 décès liés à l'épidémie de Covid-19, soit 2,4% seulement du bilan mondial. Alors évidemment, on peut douter de certains chiffres, notamment en Chine, mais les faits sont là quand même, ils sont têtus. L'Asie résiste au virus beaucoup mieux que le reste du monde. Alors Charlotte Okamura, où en est la situation sanitaire aujourd'hui au Japon ? Alors la situation sanitaire au Japon aujourd'hui est, comme depuis le début de la crise, d'ailleurs bien moins importante qu'elle ne l'est chez nous, en Europe ou même aux États-Unis, puisque les chiffres sont relativement, je dis bien relativement faibles, puisque nous, quand on a dépassé les 80 000 décès depuis le début de la crise au Japon, on est à 7 500, peut-être un peu plus à l'heure où je vous parle. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que les Japonais, comme dans beaucoup de pays d'Asie, ont depuis longtemps adopté des gestes barrières qui n'ont pas adopté d'ailleurs pour la crise de cette pandémie-là, je veux dire. Ils ont toujours eu l'habitude de porter un masque, par exemple en cas de grippe saisonnière, en cas de pollen, pour beaucoup de choses, parce qu'ils font toujours très attention aux autres. Ils ne s'embrassent pas, ils ne se touchent pas, ils ne se serrent pas la main. C'est extrêmement propre au Japon, partout où l'on va. Il y a des gens qui s'amusent à dire qu'on pourrait manger par terre dans le métro de Tokyo, et c'est vrai, chose qu'on n'imagine absolument pas à Paris. Donc il est certain que ces points-là ont certainement dû jouer. Après, le gouvernement japonais est aussi très précautionneux. Donc il y a eu des moments où il y a eu des états d'urgence, des choses comme ça qui ont été mises en place. Mais par exemple, il n'y a jamais eu de confinement obligatoire, d'attestation dérogatoire ou autre comme chez nous. Enfin, un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais on peut dire que par rapport à d'autres pays, le Japon s'en sort bien. Prakit, qu'en est-il en Thaïlande? On sait évidemment que depuis le mois de janvier, dans toute l'Asie, c'est peut-être un peu plus tendu qu'avant quand même. Effectivement, depuis le 18 décembre 2020, la Thaïlande a connu, entre guillemets, la deuxième vague de Covid-19. Mais grâce aux efforts collectifs de nos différents bureaux gouvernementaux, ainsi que la population, ça nous permet de stabiliser la situation. À ce jour, nous avons les chiffres à peu près 25 500 personnes malades et la Thaïlande est classée au rang mondial à 114e
qui permettent de dire que la Thaïlande a bien géré cette crise sanitaire. Et ce bon résultat vient de la collaboration étroitement entre le gouvernement et la population, avec la créativité des certificats qui s'appellent Amazing Thailand Safety and Health Administration ou SHA, qui permettent d'assurer au niveau des visiteurs de pouvoir utiliser les services dans les hôtels, les restaurants, les centres commerciaux et également les centres de convention. Et nous avons également créé les applications comme Thaichana ou Mochana qui permettent de tracer les cas contacts. Avec les résultats de cette gestion de crise, ça nous permet d'ouvrir la Thaïlande petit à petit. Et à partir depuis le 6 décembre, la Thaïlande est ouverte entièrement pour accueillir les Français avec la possibilité de les séjourner en Thaïlande pour 45 jours sans visa. Oui, donc une application efficace, également une sorte de certificat sanitaire, comme les pays en Europe aimeraient en avoir. Donc en effet, c'est le secret aujourd'hui de la bonne réussite, en tout cas de la gestion en Thaïlande. Gilles Gosselin, quelle est la photographie de la situation sanitaire aux Philippines cette fois ? Alors aux Philippines, la situation est maîtrisée. Comme dans les autres pays d'Asie, la discipline et surtout effectivement des structures d'État qui ont été très efficaces dans la gestion de la crise. Nous avons moins de 80 cas par jour qui sont déclarés. Alors la situation des Philippines, qui est un archipel avec plus de 6600 îles, aussi facilite. Ça permet, on va dire, un contingentement de l'épidémie qui est plus efficace. Mais aussi la population philippine a su réagir rapidement et, on va dire, se conformer aux règles établies par le ministère de la Santé. La campagne de vaccination a commencé. 3 vaccins ont été autorisés aux Philippines avec beaucoup de promotions autour pour sensibiliser la population aux vaccins, pour qu'il n'y ait pas de réticence comme on peut en voir dans des pays européens. Donc nous sommes vraiment sur la bonne voie. Et aussi le gouvernement, on en parlera un peu plus tard, mais le gouvernement philippin a beaucoup aussi anticipé la reprise du tourisme avec la mise en place de protocoles sanitaires dans les structures touristiques aux Philippines. Guillaume Linton, cette résistance remarquable au virus n'a pas servi évidemment vos intérêts de tour opérateur spécialiste de l'Asie, car elle s'est faite un peu au prix de fortes restrictions, mais quand la reprise aura sonné, Guillaume, c'est vraiment un argument que vous pourrez mettre en avant ? Oui, absolument, François-Xavier. Ce sera d'autant plus appréciable que, on le sait, les Français seront très attentifs à toutes ces mesures sanitaires à destination, que ce soit dans les hôtels, dans les transferts, sur les lieux de visite, dans les lieux d'hébergement, de restauration. Donc, bien évidemment, ce sera quelque chose qui sera absolument déterminant pour rassurer nos clients. D'autant que, vous le savez, quand les Français voyagent en Asie, en règle générale, ils ne se contentent pas de se poser en un seul point. Ils rayonnent ou ils sont dans une logique itinérante. Donc bien évidemment, le fait que la population asiatique soit elle-même très attachée à ces mesures sanitaires sera un point de réassurance très important le jour où, encore une fois, les frontières seront réouvertes. Parce qu'on a bien conscience que les destinations asiatiques se sont fermées les premières et ont mis en place des mesures très radicales et qu'elles risquent probablement de mettre du temps avant de réouvrir, tant qu'il y aura une forme évidemment d'inquiétude à l'égard des ressortissants étrangers. Frédéric Gossot, on reste sur le chapitre sanitaire. Vous êtes la première compagnie à décrocher 5 étoiles dans le classement réalisé par Skytrax sur la sécurité aérienne Covid-19. Pour les non-connaisseurs, Frédéric, pourriez-vous nous expliquer ce classement ? Oui, absolument, François-Xavier. Alors tout d'abord, nous sommes ravis et fiers que Qatar Airways soit devenue la première compagnie au monde à recevoir cette note prestigieuse de 5 étoiles décernée par Skytrax. Alors cette annonce fait suite à un audit détaillé réalisé par l'équipe de Skytrax en décembre 2020 et qui a évalué l'efficacité et le respect des normes et procédures d'hygiène et de sécurité dans le cadre du Covid-19 et sur toute la chaîne du voyage. Donc ça part de l'enregistrement jusqu'à l'embarquement, mais aussi à bord avec des tests d'échantillonnage qui sont effectués pour mesurer le niveau potentiel de contamination sur les différentes surfaces de contact dans l'avion. Les résultats ont été très concluants grâce à toutes les mesures de protection mises en place par Qatar Airways.
par exemple l'introduction à bord du Honeywell Ultraviolet Cabin System. C'est une machine avec des bras articulés et qui en fait traite les sièges et toutes les surfaces à bord à l'aide de rayons ultraviolets. Par ailleurs, nous venons d'annoncer, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, mais la mise en place d'un système Zero Touch. C'est tout nouveau sur la flotte d'Airbus A350 et cela permettra aux passagers de pouvoir accéder au menu de notre programme de distraction Oryx One sur leur smartphone. Et donc, les passagers n'auront plus à toucher les écrans devant eux pour choisir leur divertissement. En tout cas, vous faites le maximum, Frédéric, en effet, pour que les procédures sanitaires soient respectées à bord de vos avions. Et on sait que l'aéroport de Doha est aussi montré en exemple, comme l'un des aéroports qui fait le plus pour ces procédures sanitaires. En tout cas, une chose est sûre, le tourisme mondial, à l'image de l'économie, est en train de glisser vers l'Est. Et dans ce contexte, que représentent les touristes français pour les destinations asiatiques? C'est notre deuxième rubrique en chiffres. Alors vous le voyez apparaître à l'écran, moins 84%, c'est la baisse du nombre de touristes internationaux en Asie en 2020, selon les chiffres de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Alors l'Asie-Pacifique est la région qui a connu la plus forte baisse des arrivées en 2020, mais c'est normal, elle a été la première touchée par la pandémie et elle maintient aujourd'hui les plus fortes restrictions sur les voyages. Donc ce chiffre est tout à fait normal. Charlotte Okamura, combien de Français se rendent au Japon chaque année? Quel est leur profil? Que viennent-ils chercher là-bas? Alors effectivement, nous, on illustre d'abord tout à fait la statistique que vous venez de citer, puisque le Japon a connu en 2020 moins 84% de fréquentation mondiale. Et pour ce qui concerne la France, moins 87%. Donc on est vraiment en plein dans la moyenne. Alors que d'ordinaire, si je mets de côté l'année de Fukushima 2011 et l'année du Covid 2020, tous les ans, le nombre de visiteurs au Japon était plus important que l'année précédente. Donc on a cessé d'avoir une croissance depuis des années. Juste pour illustrer ce propos, en 2010, il y avait 151 000 visiteurs français qui se sont rendus au Japon. Et en 2019, 336 000, et même un peu plus. Donc on a plus que doublé en moins de 10 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup, évidemment. Alors, quel type de visiteurs? Les Français qui vont au Japon ont tendance quand même à beaucoup rechercher la culture japonaise. C'est un pays qui a un patrimoine, un héritage, une culture très très riche. Et puis, on sait bien, le Japon illustre ce côté modernité, tradition que l'on retrouve un petit peu partout. Donc les Français, ils vont quand même beaucoup pour la culture, qu'elle soit la culture traditionnelle ou qu'elle soit ce qu'on appelle la subculture, tout ce qui est manga, animé, un peu pop. Mais aussi l'architecture, la nature, bien sûr la gastronomie japonaise qui va aussi bien du petit boui-boui où on va manger de la nourriture populaire au reste. Donc vraiment un panel de choses qui attirent vraiment grandement le public français. En tout cas, un doublement de la fréquentation des Français au Japon en moins de 10 ans. Prakit, qu'en est-il en Thaïlande? En 2019, nous avons reçu à peu près 750 000 Français qui ont visité la Thaïlande. Effectivement, ce sont des tranches d'âge entre 25 et 55, mais on voit tous les âges qui souhaitent visiter la Thaïlande. Et on a vu également les dépenses par personne et par voyage, à peu près 1 900 € pour une durée de séjour entre 18 et 19 jours sur place. Et on voit de plus en plus des clientèles familiales. Et bien entendu, les Français cherchent à découvrir la Thaïlande à travers de sa culture, sa tradition ancestrale, la simplicité de la vie quotidienne et aussi le luxe abordable avec, bien entendu, l'accueil, l'hospitalité accueillant, souriant de la Thaïlande. Et en plus, on a découvert aussi que les Français cherchent à découvrir côté nature, la plage, la température bien élevée et aussi le soleil tout au long de l'année. Avec ce profil-là, ça nous permet à ce jour de voir avec les professionnels en France, de pouvoir offrir le voyage en Thaïlande pour le long séjour,
pour attirer surtout les vacances pendant cet été 2021. Gilles Gosselin, on imagine évidemment qu'aux Philippines, la fréquentation des Français a plongé, c'est normal en 2020, mais qu'en était-il avant 2020 ? Eh bien, c'est 76 000 Français qui ont visité les Philippines en 2019. On avait connu une progression de 15%, ce qui était un bon score, grâce à une campagne de communication. C'est une destination qui était un peu confidentielle sur le marché français, donc on a beaucoup investi pour développer la notoriété. C'est une population essentiellement, alors un peu de tous âges comme pour la Thaïlande, mais plutôt 35-45 ans, qui va rechercher des saveurs particulières en Asie, puisque grâce à son passé colonial espagnol, les Philippines ont une saveur particulière. Je le disais tout à l'heure, 6641 îles, donc le potentiel est immense. Donc les Français aiment faire du island hopping aux Philippines, et c'est aussi une très grande destination de plongée. Les World Travel Awards nous ont décerné le prix de la première destination balnéaire et de plongée en Asie. Donc nous avons beaucoup de plongeurs avec vraiment des sites d'exception qui sont considérés un peu comme la Mecque. Sans oublier que avec cette prise de conscience qui date d'avant la crise sanitaire, de plus en plus de nos visiteurs veulent découvrir des sites qui sont, on va dire, préservés. Il y a un gros potentiel de randonnée et même de spéléo aux Philippines qui attire de plus en plus de clients français. Guillaume Linton, la haute saison asiatique est en train de vous passer sous le nez. On imagine combien c'est difficile pour un tour opérateur historique comme le vôtre. Quelles étaient les tendances, Guillaume, avant l'apparition du Covid, les destinations qui avaient le vent en poupe, les destinations qui émergeaient en Asie ? Les tendances étaient bonnes, François-Xavier, puisqu'on avait réussi une très belle saison hiver 19-20. En l'occurrence, le Japon tirait une grosse partie de l'activité asiatique. Il y a également le Vietnam, l'Ouzbékistan, et puis étonnamment, on avait un retour en force de l'Australie. Vous vous en souvenez, on a eu les incendies terribles au mois de janvier 2020, et l'Australie repartait très bien sur le début d'année, et donc on avait eu un très bon redémarrage là-dessus. Et on avait des destinations qui émergeaient, comme la Corée du Sud, comme Taïwan, l'Arménie, la Géorgie, donc de très belles surprises. Et puis également, il ne faut pas oublier les Maldives et Dubaï, qui avaient gardé un fil d'activité tout au long de 2020, puisque ce sont les seules destinations qui sont restées ouvertes sans discontinuer sur l'intégralité de l'année, tant qu'en tout cas, les Français n'étaient pas confinés. Frédéric Gossot, les mesures du gouvernement français le 29 janvier dernier, qui ont interdit quasiment les voyages, ces mesures ont-elles modifié votre plan de vol au départ de Paris ? Aujourd'hui, au départ de Paris, on peut rejoindre combien de destinations asiatiques et par rapport en temps normal, ça fait quelle proportion ? Alors non, les mesures annoncées le 29 janvier n'ont pas modifié notre plan de vol. Nous observons évidemment attentivement l'évolution de la demande et nous pouvons nous y adapter très facilement. Je voulais signaler que Qatar Airways n'a jamais cessé de voler vers Paris tout au long de la crise. Actuellement, nous assurons 2 vols quotidiens entre Paris et Doha, contre 3 en temps normal. Ces 2 vols sont opérés avec des Airbus A350 et Boeing 777 équipés de notre Q-Suite. Et pour l'Asie plus particulièrement, donc au départ de Paris, les voyageurs peuvent actuellement rejoindre plus de 20 destinations contre 30 avant la crise. Et pour nos invités qui sont sur le plateau, donc nous desservons Tokyo, Bangkok, Manille, Cebu et Clark aux Philippines, mais aussi Jakarta, Hong Kong, Kuala Lumpur, Séoul, Singapour et encore plus loin, Auckland et 5 destinations en Australie. Donc on est prêt en tout cas pour la reprise. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce retour espéré des touristes. C'est notre 3e rubrique. Demain, quelle reprise ? Alors Charlotte Okamura, quels sont aujourd'hui vos scénarios de reprise au Japon ? Vous avez, on le sait, une échéance capitale. Ce sont les Jeux Olympiques qui ont déjà été annulés l'année dernière. Vont-ils se tenir ? Et si oui, dans quelles conditions, Charlotte ? Alors, effectivement, c'est difficile à savoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où je vous parle, le Premier ministre du Japon, donc M. Suga, s'engage à ce que les Jeux Olympiques soient maintenus, parce que pour lui, il en va d'une sorte de symbole de la renaissance post-Covid. Donc il tient absolument à ce que ces Jeux aient lieu, ainsi que d'ailleurs le comité olympique.
Maintenant, le scénario, on ne sait pas trop lequel il sera. Est-ce qu'il y aura des jeux avec 100% de la jauge de spectateurs ou 50% ou pas de spectateurs du tout? Ça, c'est quelque chose qui, justement, doit être annoncé au printemps. En tout cas, il tient absolument à ce qu'ils aient lieu. Hormis les Jeux Olympiques, c'est un peu difficile à dire, toujours pour les mêmes raisons, puisque ça dépend bien sûr de l'évolution de la situation sanitaire. Mais on va dire qu'hormis les Jeux, pour tout public et tout pays, tout marché émetteur, bon, c'est un avis plutôt personnel, mais je pense plutôt à l'automne 2021 pour être raisonnable. Et voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte. Donc l'automne, en tout cas, Charlotte, on l'espère tous. Prakit, quel est pour la Thaïlande le calendrier de la reprise et comment l'Office national du tourisme compte accompagner cette reprise auprès des professionnels et des touristes français? Effectivement, après les brainstorming avec les professionnels thaïlandais et également les partenaires internationaux, ça nous permet de dire peut-être la reprise sera à l'automne 2021, mais en tant que l'Office national du tourisme de Thaïlande, nous souhaiterions peut-être démarrer un tout petit peu plus tôt. C'est pour cette raison-là, nous avons travaillé sur des grandes campagnes publiques reportages pendant la fin de l'année dernière. Ça nous permet de garder les images et des liens avec les professionnels et les grands publics. Et ensuite, on a travaillé régulièrement, constamment, avec des compagnies aériennes, les tours opérateurs et les agences de voyage, de pouvoir créer les offres pendant cet été 2021, avec les offres de voyage plus longs. Et c'est pour cela que quand les professionnels arrivent à créer ces offres-là, on a communiqué actuellement dans les médias professionnels, également grand public, pour pouvoir accueillir les touristes français pendant cet été, pendant les vacances scolaires. Gilles Gosselin, quels sont les scénarios de reprise pour les Philippines et quel sera le rôle que vous comptez jouer pour accompagner cette reprise? Alors, le tourisme a d'abord été réouvert au tourisme domestique, qui a toujours été une source de revenus importante pour l'industrie touristique philippine et qui a bien reprise. J'en parlais tout à l'heure, mais aussi l'adaptation des infrastructures et le respect de protocoles sanitaires. Nous avons reçu l'agrément du World Travel Council en ce qui concerne le respect des protocoles sanitaires, ce qui était une étape importante et qui a mobilisé toute l'industrie touristique. Nous n'avons pas encore de date sur l'ouverture aux touristes. Progressivement, là, l'autorisation a été donnée à des non-philippins de rentrer sur le territoire philippin, mais pour des raisons impérieuses. Mais effectivement, comme pour mes collègues, nous travaillons activement sur des plans de communication. Dès à présent, nous organisons des formations. Nous avons fait déjà 3 webinaires pour former les professionnels du voyage à notre destination et à ses atouts, bien sûr en appuyant sur ce que veulent les touristes post-Covid, donc de l'évasion, une nature préservée, des activités, du plein air, pour qu'ils puissent oublier toute cette crise une fois qu'elle sera passée. Frédéric Gossot, même question, quels sont vos scénarios de reprise? Et puis il y a un sujet dont on parle beaucoup, Frédéric, c'est le fameux passeport vaccinal. Est-ce que cette reprise passe par un passeport vaccinal? Alors bien sûr, la vaccination est un élément fondamental de la reprise. La vaccination est absolument nécessaire pour ralentir, voire stopper la propagation du virus. Et c'est évidemment la vaccination qui va permettre au gouvernement de lever progressivement les restrictions d'entrée sur le pays et qui va aussi redonner la confiance aux voyageurs. Alors dans ce contexte, nous saluons en tant que compagnie aérienne l'initiative de IATA avec le IATA Travel Pass qui va être une solution, on le croit, globale et standardisée. Et qui va donc permettre d'identifier la liste des exigences sanitaires par pays, la liste des centres de tests et de vaccination, l'intégration des tests, des résultats des tests et des vaccinations par les laboratoires et une application de voyage sans contact. Qatar Airways a pour objectif de devenir la première compagnie aérienne au Moyen-Orient
a commencé à tester cette nouvelle application IATA, Travel Pass, et d'ailleurs, la première phase d'essai de ce passeport numérique est mise en œuvre sur la ligne Doha-Istanbul au courant de ce mois de mars. Guillaume Linton, plusieurs questions sur la reprise pour le tour opérateur Asia. Est-ce que l'automne est une échéance qui vous paraît raisonnable ? Allez-vous pour cette haute saison, puisque à partir de l'automne prochain, ce sera votre haute saison. Est-ce que vous allez proposer aux agences de voyage une production plus resserrée ? Et puis il y a, vous concernant aussi, une vraie question sur les réceptifs locaux qui n'ont pas pu bénéficier évidemment dans leur pays des mêmes aides dont on a pu nous bénéficier en France. Certains ont peut-être disparu, d'autres ont licencié. On se pose évidemment, Guillaume, la question de la qualité des prestations et tout simplement, serez-vous en mesure de proposer des guides francophones par exemple ? Telles sont les questions que je vous pose sur la reprise à venir. Alors d'abord, sur la production resserrée, il n'en est pas question, puisque, encore une fois, on s'attend à ce que la reprise soit relativement forte à l'automne prochain, parce que, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est la bonne saison touristique pour les Européens notamment, pour repartir vers l'Asie. Donc, il n'est surtout pas question de resserrer cette proposition, et au contraire, il s'agira pour nous de continuer à avoir l'offre la plus large du marché sur cette quarantaine de destinations d'Asie et du Pacifique. Côté guide et réceptif, effectivement, beaucoup de questions se posent. On s'attend et malheureusement, on a déjà constaté que bon nombre de petites structures n'avaient pas pu tenir. Les structures principales, les plus gros réceptifs, eux, sont toujours en place. Ils ont été contraints, pour bon nombre d'entre eux, malheureusement, de renvoyer une grosse partie de leurs équipes, alors soit dans les campagnes, soit vers d'autres activités, d'autres secteurs d'activité, puisqu'effectivement, ils n'avaient pas de solution d'aide dans bon nombre de ces pays, notamment en Asie du Sud-Est. Et sur la question des guides francophones, la question effectivement se pose et bon nombre de réceptifs devront faire des choix et certainement seront face à une pénurie de guides francophones et donc ils vont privilégier automatiquement leurs partenariats les plus historiques et surtout ceux des tours opérateurs qui leur apportent les plus gros volumes pour du coup leur orienter et leur mettre à disposition leurs meilleurs guides francophones en priorité au moment de la reprise. Ça prendra un petit peu de temps, ça paraît assez évident effectivement que tout ce staff et notamment ces guides francophones reviennent dans le tourisme pour s'occuper de nos clients français. Et oui, c'est un élément évidemment crucial, capital d'un voyage à l'étranger. Un bon guide francophone, ça vous change évidemment un voyage. On va maintenant essayer de se projeter un peu plus loin parce que cette crise pourrait bien modifier le tourisme en profondeur. C'est notre rubrique « Le monde d'après ». Charlotte Okamura, on parle beaucoup du tourisme d'après. D'abord, est-ce que vous y croyez à ce tourisme d'après ? Et si oui, cette crise peut-elle en tout cas modifier la façon de faire du tourisme au Japon ? Alors on l'espère. Après, il faut un tourisme pour tout type de public. Donc, il n'est pas question de forcer les gens à avoir X ou Y type de tourisme. Mais il est certain que nous, à notre niveau, déjà dans nos vies personnelles, on n'a pas attendu la crise du Covid pour être engagés dans une démarche notamment de durable, de tout ce qui est vraiment écologie, protection de l'environnement. On est très concernés dans nos vies personnelles au bureau de Paris. Donc, on s'est dit que c'était justement le moment de se pencher sur la question pour l'appliquer dans notre travail. Donc, le Japon présente des caractéristiques tout à fait compatibles avec un tourisme durable, puisqu'il y a beaucoup de nature, que les Japonais sont très protecteurs de leur environnement. Il y a 34 parcs nationaux au Japon. On vient de lancer un site web et une brochure dédiée aux parcs nationaux du Japon. Donc on a bien envie d'appuyer et de se dire que c'est non pas du greenwashing ou de l'opportunisme, mais le moment de pouvoir insister sur ce point. Alors évidemment, au niveau de la stratégie de notre siège, on va aussi axer sur ce qu'on appelle le SIT, les voyages d'intérêt spécifique, et qui sera plutôt appuyé sur les voyages nature que urbains. Encore une fois, avec, comme le disait mon homologue des Philippines, un accent porté sur les activités extérieures, le outdoor, et profiter vraiment de la nature japonaise qui est abondante. Prakit, la Thaïlande est un poids lourd du tourisme à tel point que certains sites ont pu souffrir peut-être d'un trop grand nombre de touristes. Certains disent que la crise du Covid pourrait sonner la fin du tourisme de masse. Prakit, seriez-vous prêt à accueillir moins de touristes et cette crise en fait peut-elle modifier l'offre touristique en Thaïlande ? C'est vrai, la Thaïlande est classée
numéro 1 de destination asiatique en France et on est quand même dans les top 10 de destinations touristiques mondiales. C'est très difficile à dire non, de ne pas venir visiter la Thaïlande. C'est pour cette raison-là, notre gouvernement a développé des nouvelles destinations en Thaïlande, ce qui est très peu connu. Ça nous permet en même temps d'accueillir pour les personnes qui souhaitent y retourner, combiner la destination principale avec les destinations secondaires, autrement dit. Avec ce développement-là, ça nous permet de placer objectifs que nous avons fait depuis l'année 2015, d'un jour que la Thaïlande devient destination du tourisme durable et responsable. Et je suis sûr et certain qu'on aura les visiteurs dans l'avenir étranger. On va essayer de demander la collaboration et sensibiliser, de travailler ensemble avec nous pour qu'on puisse arriver à cet objectif-là, pour que notre tourisme soit durable et responsable pour notre nouvelle génération. Gilles Gosselin, certains parlent d'un autre tourisme post-Covid. Êtes-vous d'accord avec le fait que cette crise fait émerger de nouvelles tendances qui pourraient peut-être modifier le tourisme aux Philippines ? Oui, je suis d'accord. Alors d'abord, les Philippines ont adopté il y a 120 ans une devise qui est pour l'amour de Dieu, du peuple, de la nature et du pays. Donc cette conscience de préserver son pays, son environnement ne date pas d'hier. Des mesures ont été adoptées il y a plusieurs années pour transformer le pays et l'industrie touristique. Mais bien sûr, cette crise a renforcé cette tendance. Je pense que notre industrie répond à une demande. Nous offrons ce que les touristes souhaitent. Et on en parlait tout à l'heure. Je suis vraiment convaincu que cette crise a changé le regard de nos consommateurs sur le tourisme et aussi leurs besoins. Donc, nous accompagnons cette demande. Nous avons profité de la crise d'ailleurs pour mettre en place une mesure de suppression des plastiques à usage unique dans l'hôtellerie aux Philippines qui a très bien fonctionné. On en passe de terminer cette mesure. Donc oui, je pense que l'offre va se transformer en raison de ce besoin, on va dire presque vital maintenant pour nos visiteurs de découvrir autre chose et de respecter ce qu'ils visitent. Guillaume Linton, en tant que tour opérateur, peut-on imaginer que ces nouvelles tendances vous obligent à réinventer votre production ? La réinventer foncièrement, je ne le pense pas, puisque la production d'Asia, en tout cas, a toujours fait une très grande place justement à des petits groupes, à des hébergements de taille humaine, à la visite de lieux un peu insolites en dehors des sentiers battus. Ce que je crois par contre, c'est que nos clients seront bien davantage sensibles justement à tous ces éléments, encore une fois, de proximité, ces éléments de partage, de rencontre qu'on leur propose historiquement dans nos programmes. Et je pense effectivement qu'ils seront beaucoup plus sensibles à des voyages peut-être aussi plus longs, plus lents, à la découverte véritablement de régions un peu oubliées ou de lieux secondaires en marge des grands sites touristiques, pour justement leur permettre de prendre le temps de découvrir. Et je pense notamment peut-être aussi à du tourisme fluvial qui pourrait bien davantage se développer en Asie. Parce qu'encore une fois, les fleuves sont nombreux, que ce soit le Mékong, l'Irrawaddy, le Yangtze en Chine, qui pourraient effectivement être des lieux là aussi vraiment de découverte au fil de l'eau pour permettre, encore une fois, un tourisme plus lent et véritablement à la rencontre des populations et des villages les plus reculés. Frédéric Gossot, pour terminer, dans le monde post-Covid, quelles sont les ambitions de Qatar, en Asie notamment, et plus généralement d'ailleurs ? Alors, notre ambition principale, c'est bien sûr de reconstruire notre réseau dans son état pré-Covid, en particulier vers l'Asie. Actuellement, nous opérons près de 800 vols par semaine vers plus de 130 destinations. Nous avons même lancé 7 nouvelles destinations pendant cette crise pour répondre à la demande, des destinations comme Toronto, Seattle ou en Asie, Chittagong. Alors, notre objectif n'est pas seulement de lancer des destinations, mais aussi d'augmenter le nombre de fréquences pour offrir le maximum de choix aux clients. Et je dirais aussi une ambition très importante, c'est que Qatar Airways
soit un modèle dans le domaine du voyage éco-responsable, avec une flotte ultramoderne composée d'appareils récents, donc moins consommateurs en carburant, en particulier donc l'Airbus A350 par exemple, mais aussi des programmes de réduction des ustensiles à usage unique, la disparition des magazines de bord par exemple, et également un programme de compensation carbone. Donc voilà, beaucoup d'ambition, mais aussi de l'espoir. Et je crois que ça a été évoqué par les autres invités. Nous sommes convaincus qu'une fois que la situation sanitaire le permettra, nous verrons les clients revenir très vite vers les agences de voyage, les clients revenir à bord des avions, et je suis un peu convaincu d'une manière plus forte que précédemment. Merci beaucoup Frédéric. Nous arrivons donc au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. Je remercie évidemment nos 5 intervenants. Je remercie également vous, les internautes, qui nous suivez toutes les semaines. On se donne d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et pour suivre en temps réel toutes les nouveautés et le programme des ateliers de l'IFTM, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à la newsletter. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.